Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Ludovores et on s'apprête à commencer le menu crowdfunding numéro 83, l'émission dans laquelle je passe en revue l'essentiel des projets actuellement en cours de crowdfunding de financement participatif sur Kickstarter, GameFound et compagnie. Avant de commencer, pour une fois, pour le fun, parce qu'après tout on parle de jeu, de ludisme, petite énigme, voilà, qui ne sert absolument à rien, il n'y a pas de truc à gagner, donc vous pouvez passer directement, mais juste pour le fun, voilà, j'ai un stylo en main. De quel jeu provient-il? Voilà. Ça ne sert strictement à rien, mais je trouvais ça fun de vous faire cogiter pendant quelques instants. Sans plus tarder, on va faire un petit tour sur la chaîne, comme d'habitude, le petit point hebdomadaire sur la chaîne pour vous montrer qu'on a passé, je m'en étais pas aperçu la semaine dernière, les 1800 abonnés, quand même. Donc voilà, clap, 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 applaudissements bien sûr. On espère toujours pouvoir passer les 2000 abonnés avant notre deuxième anniversaire qui devrait pouvoir se faire, parce que c'est en mai prochain, il nous reste 2 mois et demi, 3 mois. Ça 2 mois et demi, 3 mois environ, jusqu'à mai pour espérer chercher les 200 abonnés qui nous séparent de cette barre fatidique des 2000 abonnés. Donc on espère le faire prochainement. Pour ce qui est du reste, il n'y a pas grand chose de nouveau à se mettre sous la dent. Je sais que Xavier hier a shooté 2 vidéos. Quand les postera-t-il, c'est le suspense qui reste entier, mais en tout cas, vous devriez avoir d'autres vidéos que le menu crowdfunding et le suivi un petit peu différentes, ça changera un petit peu, parce que là ça fait quand même 1 mois et demi, je crois qu'il n'y avait que ça en fait sur la chaîne, à notre plus grand déplaisir à tous, on n'a pas pu tourner le patron de l'addition de janvier, malheureusement, parce qu'on a manqué de temps, tout simplement, il y avait pas mal de choses à faire ici, mais quoi qu'il en soit, on aura de nouvelles vidéos prochainement. Y compris aussi 1 ou 2 protos qui vont arriver dans pas trop longtemps normalement, donc ça aussi ce sera des vidéos en plus à faire. Quoi qu'il en soit, on s'oriente directement vers le sondage de la semaine. Vous étiez assez peu nombreux, je crois qu'il y avait une quarantaine, une cinquantaine de votes cette semaine, ce qui est assez peu, mais en même temps il y avait tellement peu de projets que c'est assez compréhensible. Ceci dit, avant de continuer, je vous souligne deux oublis d'ailleurs, durant ce sondage. Le premier étant Too Many Bones, parce que en fait je check énormément les communautés anglophones pour avoir le plus d'informations sur les campagnes à venir, et du coup j'ai tendance parfois à oublier les communautés francophones, et du coup les localisations via Game on Tabletop souvent me passent un petit peu à côté. Heureusement j'ai pu m'en rendre compte avant de commencer l'enregistrement, donc oui il y aura bien dans les gros projets de la scène bien évidemment Too Many Bones avec l'extension Undertow et tout le reste sur Game on Tabletop. Et puis autre oubli, mais pour le coup c'est pas grave, c'était celui de Biotop, un projet franco-français qui a l'air très sympa, qui s'était lancé sur Game on Tabletop également, et puis qui a eu des retours assez négatifs, disons, de par l'approche de campagne qu'ils ont choisi, d'autant que c'est pas un financement participatif, c'est une précommande en réalité, et qui n'avait pas beaucoup d'intérêt, dans le sens où ça revenait plus cher que si on allait le chercher à Cannes durant le festival, et sans véritable exclusivités qui rendraient ça plus intéressant du coup, mais en même temps si la campagne n'était pas financée, le jeu ne trouvait pas son chemin vers les boutiques, donc c'était assez mal tourné. Du coup ils ont décidé d'annuler et de revenir début mars si je me souviens bien, donc s'il ne figure pas aujourd'hui dans le sondage, c'est pas bien grave pour le coup. Mais donc, pour ce qui est des résultats, le premier, avec un assez grand étonnement de ma part, c'est Eye of Zamrock Invasion. J'avoue que bon, je l'ai mis parce que voilà, j'en avais entendu parler un petit peu, mais au-delà de ça, c'est pas un jeu qui, moi, me semblait vraiment faire une unanimité, vraiment faire créer un petit peu une hype, si je me permets l'anglicisme, autour de lui. Du coup, je suis surpris de voir 16 personnes dessus. En deuxième position, le rien pour moi cette semaine, mais voici de l'UTube pour la Saint-Valentin, parce que voilà, c'était la Saint-Valentin au moment du sondage, qui est quand même à 9 voix, c'est la première fois qu'il est aussi haut, et je vous comprends, parce qu'en même temps c'était une semaine vraiment pas hyper intéressante. Ceci dit, moi personnellement j'ai voté pour Crystal Age, et je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi, puisqu'il figurera lui aussi dans les gros projets de la semaine. Vous l'aurez compris, il y en aura donc 3, toujours le choix du public, donc Eye of Zamrock sera traité, ensuite Crystal Age, et puis bien sûr Too Many Bones. Pour le reste, ce sera des projets un petit peu plus mineurs. Du coup, on va se lancer directement sur les 3 parties habituelles, à savoir l'entrée pour les petits projets sur lesquels on passe très rapidement, les plats principaux sur les projets un petit peu plus conséquents mais sur lesquels on ne s'appesantit pas outre mesure non plus, et finalement le dessert, donc la crème de la crème, les gros projets, ils seront donc au nombre de 3 cette semaine. On est parti. Première entrée de la semaine, on est sur de la grosse poiscaille avec Sharks.
Avez-vous déjà mangé du requin d'ailleurs? Moi je crois que... Ah si, j'avais mangé une soupe d'aileron de requin, c'est indirectement du requin. Quoi qu'il en soit, c'est un petit jeu assez familial pour 8 ans et plus, pour 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 60 minutes, qui pour l'instant, vous le voyez, n'est pas financé, on est à 108 contributeurs, donc bon, c'est pas génialissime, hein, 5301 € sur 8400 environ pour être financé, il reste 11 jours avant la fin de la campagne, c'est un petit jeu dans lequel vous allez incarner un requin, et il va falloir que vous mangiez un paquet, et celui qui aura le mieux mangé, le plus mangé, eh bien l'emportera à la fin de la partie. Vous aurez des plateaux, un plateau si on veut dire, une sorte de grille qui est composée de poissons, mais également de coraux ou encore d'objets un petit peu plus nocifs pour vos intestins. Et vous aurez à cœur de faire du set collection, de vous nourrir le mieux possible en fait simplement, et à la fin de la partie, eh bien on verra celui qui s'est le mieux nourri, et c'est cette personne-là qui l'emportera au final. Voilà, c'est pas diablement intéressant, c'est pas non plus un truc qui vend du rêve visuellement parlant, mais bon, c'est pas vilain non plus outre mesure. C'est un petit côté un petit peu éducatif, puisque c'est assez familial, et qu'il y aura peut-être des petites infos aussi à glaner par-ci, par-là. Mais au-delà de ça, c'est disponible uniquement en anglais, donc ça c'est un petit peu dommage aussi. C'est très amateur pour le coup, on voit une campagne vraiment très squelettique, hein. On voit quelques petits éléments par-ci par-là, mais c'est quand même très léger. D'ailleurs on voit même pas de grille de prix ou de, comment dirais-je, de frais de port, donc il faut directement s'orienter ici pour en avoir le cœur net. On voit que on a des early bird pour les USA, pour le reste du monde, États-Unis uniquement. Dans le monde entier, voilà, c'est ici que ça se passe du coup. Donc International Early Bird Sharks, 55 $, il en reste 39 sur 5 ans, donc vous avez encore un petit peu de temps à 55 $. Et sinon, j'imagine que pour le reste du monde sans Early Bird, voilà, International Family Combo, c'est 85 $, mais ça s'accompagne aussi d'une petite extension, j'imagine, qui est Supercharged, à moins que ce soit un autre jeu du même éditeur, j'imagine. Je ne saurais pas vous le dire. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour Sharks, 108 contributeurs pour l'instant, 5300 € d'engrangés. Les amateurs de manga et d'anime prendront peut-être ici un gros coup de nostalgie au niveau du tympan gauche intérieur, avec Zoo Tiles Fruits Basket qui nous vient de Japanime Games, qui est toujours pas japonais, hein, c'est un truc américain mais qui se donne pour mission de faire des portages de jeux japonais vers les États-Unis et la sphère internationale de manière plus générale. Et cette fois-ci, il nous revient avec Fruits Basket, qui est un animé, un manga aussi d'ailleurs qui était assez populaire dans les années 90, début 2000 si je me souviens bien. Un shoujo manga que j'ai pour le coup jamais regardé parce que ça m'attirait pas outre mesure, mais qui a quand même une vraie belle popularité. Apparemment, c'est aussi sponsorisé par Crunchyroll, la plateforme de diffusion d'animé, apparemment. C'est pour 2 à 4 joueurs, pour 10 ans et plus, pour 25 à 50 minutes la partie, et c'est un jeu de pose de tuiles qui pour l'instant a recueilli 40 000 €, donc c'est largement financé, avec 240 contributeurs pour l'instant, 12 jours avant la fin de la campagne. Ça reprend bien évidemment tous les éléments visuels de la licence avec la famille Soma. Pour le reste, bon, j'ai pas cherché outre mesure les mécanismes qui entrent en compte dans ce jeu, si ce n'est que c'est de la pose de tuiles, un petit peu de cette collection également. Bon, ça semble assez léger, hein, c'est jouable à partir de 10 ans et plus, qui plus est. Apparemment, il y a 2 éditions, une Starter Set 1 et une Starter Set 2 avec des booster packs par-ci par-là. Il y a moyen, comme avec toutes les œuvres de fiction, avec des longues séries, comme c'est le cas pour Fruits Basket, de rempiler avec de nombreuses petites extensions par-ci par-là, des petits booster packs pour faire cracher un petit peu la thune aux backers potentiellement. Vous avez aussi, bien sûr, tout, comment dirais-je, la direction artistique qui est uniquement composé de dessins issus du manga et de l'anime. Donc pour tous les fans de la série, ça peut être assez sympa, mais on peut aussi regretter qu'il n'y ait pas d'effort de renouvellement, d'ajout un petit peu inédit qui ne paraissait pas à l'origine dans le manga ou dans l'anime. Mais bon, en même temps, c'est plus simple pour eux, j'imagine. Quoi qu'il en soit, on va essayer de retrouver rapidement les prix. Voilà, c'est ici que ça se passe. Alors, le Leak Onigiri Pledge, vous avez donc pour 40 $, l'un ou l'autre des starter sets, plus le Toru Booster Slab, je sais pas très bien à quoi ça correspond. Ensuite, le Pickled Plum Pledge à 80 $, donc c'est les deux du coup, hein, au lieu de choisir entre l'un ou l'autre, c'est les deux. Ensuite, vous avez le Zodiac Banquet Pledge qui, en plus de ce que vous avez vu précédemment, vient aussi ajouter un playmat assez conséquent. Bon, c'est un jeu de pose de tuiles, donc effectivement avoir un petit quadrillage ça aide, mais c'est pas forcément très intéressant. Et puis également un petit set de 12 cartes avec un effet foil, donc de surbrillance sur les animaux du Zodiac, le tout pour 125 $. Ensuite vous avez aussi un pledge Whole Basket Pledge pour encore plus de contenu, avec ici des cartes avec des artworks un petit peu alternatifs pour 175 $. Et ensuite c'est du retail, donc c'est plutôt pour les boutiques.
Et puis ma foi, c'est à peu près tout, juste pour les frais de port aussi rapidement, histoire de dire, à moins que je les trouve pas, parce que bon, comme je l'avais dit la semaine dernière, pour les entrées, je me contente généralement des prix des pledges, mais pas des shipping, et comme pour le coup, il faut aller checker un Excel, j'ai la flemme, donc on passe directement. Voilà pour Zoo Tiles Fruit Basket, de toute façon pas de version francophone pour l'instant, comme c'est généralement le cas avec Japan Anime Games, c'est seulement en anglais. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz si vous avez vu Fruits Basket, et si ça vous remémore des bons souvenirs éventuellement de votre adolescence. Voilà. On reste sur une thématique un petit peu asiatique, on va dire, avec Dim Sum, Duel of the Dumpling, le duel des petites ravioles chinoises, 145 contributeurs. Le jeu est financé avec un tout petit seuil de financement, hein, actuellement 3400 € approximativement, et il reste 10 jours avant la fin de la campagne. C'est le premier projet pour Brain Snack Games. J'aime bien le nom de ce nouvel éditeur qui est en provenance de Israël, d'accord, écoutez, c'est assez rare pour être signalé. Et donc Dim Sum, avec cette allure un petit peu manga-esque là aussi, eh bien en fait c'est un projet donc israélien qui vous propose d'incarner 2 cuisiniers, hein, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement. Où est-ce que je pouvais trouver la durée d'une partie? C'est ici, voilà, pour 5 à 15 minutes, donc c'est très rapide, très nerveux semble-t-il, et c'est pour 13 ans et plus. C'est un jeu de confrontation de cuisiniers, très facile à apprendre, ça prend environ 2 minutes à apprendre, mais qui promet des batailles endiablé, avec absolument zéro chance et 100% de stratégie apparemment si l'on en croit les dires des auteurs, en tout cas de la page Kickstarter qu'ils ont préparée. Voilà, pour le reste je vous laisse vous aventurer un petit peu sur la page de cette campagne qui malheureusement n'a pas de disponibilité en version francophone, mais bon, il s'agit d'aller faire un petit peu de gestion de main, un petit peu de take that dans la tronche de votre adversaire potentiellement, et j'imagine choper le plus de dumplings possible, un truc comme ça. Pour ce qui est des prix de pledge, on a donc 14 $ le pledge de base, donc pour une copie de Dim Sum. Ensuite, vous pouvez aussi ajouter des copies supplémentaires, ce qui vous permet aussi d'accéder à des petites ristournes, des prix à l'unité un petit peu plus réduits, et certainement aussi un peu plus intéressant en termes de frais de port. Les frais de port, justement, est-ce que je peux les trouver rapidement? Ça va être entre 6 et 8 $ apparemment de livraison, quelle que soit après la zone où vous habitez, j'imagine. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire concernant Dim Sum Duel of the Dumplings. Que serait une semaine sur Kickstarter sans print and play? Je vous le demande, hein, on en voit quasiment chaque semaine. Et ça continue avec ici Bound. Et ma foi, ça a l'air super charmant. Alors c'est un jeu, malheureusement, j'allais dire, c'est peut-être un petit peu être dur avec le projet, mais pour moi, malheureusement, très abstrait, parce que visuellement, ça en jette pas mal, j'aime beaucoup l'allure, c'est très zen, très contemplatif en termes d'illustration, j'aime beaucoup, mais vous le voyez, c'est un jeu abstrait avec des petites pièces qu'il faudra ajouter par-dessus l'impression qu'on aura fait à la maison, parce que c'est un print and play, mais les pièces ne sont bien évidemment pas fournies, donc il faudra ajouter quelques petites pièces par-ci par-là, et c'est un jeu abstrait façon échec, Go et compagnie, quoi, en gros, hein. Un petit peu plus simple potentiellement, mais stratégique, et le tout pour un livre, donc je sais pas, l'équivalent de 1,50€, 1,60€, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas un gros risque que vous tentez si vous prenez Bound. Pour l'instant, 524 personnes sont sur le projet, près de 1000 € d'engrangés, 27 jours avant la fin de la campagne. C'est un petit projet anglais qui vient de Turncoat Games, donc c'est le premier projet. Ce sont apparemment des étudiants qui résident à Londres. Et quoi qu'il en soit, je trouve ça assez charmant. Visuellement parlant, je trouve ça très joli. Après, c'est un jeu très abstrait, assez classique dans son genre, mais vous prenez pas grand risque et c'est un bel objet si vous l'imprimez sur du beau papier, que vous le plastifiez éventuellement, que vous avez des belles petites pièces noires et blanches à ajouter sur le plateau. Ça peut être assez sympatoche, mine de rien, comme expérience. Bon, je suis toujours pas tenté par les jeux abstraits malheureusement, mais quand même, je trouve ça assez sympatoche. Visuellement, c'est plutôt joli. Voilà pour Bound, donc un livre, comme je l'ai dit, et pas de livraison, évidemment, c'est un print and play, donc vous l'imprimerez directement chez vous. Vous prenez donc pas de grands risques, apparemment pas de règles en français disponibles, mais bon, ça a pas l'air d'être un jeu très compliqué en termes de règles, c'est certainement assez stratégique en revanche, mais pour ce qui est de la compréhension des règles, ça devrait être assez simple, je me fais pas trop de soucis pour vous. Voilà pour Bound, 524 contributeurs, 27 jours avant la fin de la campagne, et c'était le dernier projet des entrées. On va maintenant attaquer les plats de résistance. Et on commence avec un plat de résistance pas forcément des plus appétissants, puisqu'il s'agit d'un jeu d'horreur intitulé Horror Game Show The Board Game. Est-ce que The Board Game en sous-titre laisse penser que ça provient d'une œuvre quelconque, d'un jeu vidéo ou que sais-je encore?
Quoi qu'il en soit, c'est un jeu donc d'horreur qui a des petites vibes rétro, avec une version française qui plus est, enfin francophone. 300 contributeurs pour l'instant, le jeu est donc financé avec 30 000 euros, presque, enfin c'est pas financé officiellement parce qu'il reste à l'heure actuelle 315 euros avant de le voir financé, mais ça sera le cas d'ici à ce que la vidéo soit postée sur YouTube, donc je ne me fais pas de soucis pour eux. Et il reste 9 jours avant la fin de la campagne, c'est une très très courte campagne qui inclut aussi un solo mode comme vous le voyez ici, donc, mais ceci dit c'est pour 1 à 4 joueurs, pour 90 à 120 minutes, et c'est pour 16 ans et plus, et donc ça vous place dans une émission télévisée un petit peu glauque, voire même très très glauque, à la limite du snuff movie, où vous allez vous massacrer entre vous, vous allez signer des contrats, vous allez acheter du matériel pour vos tueurs en tout genre, vous allez aussi recruter d'autres joueurs dans votre équipe en gros, et vous allez poser des pièges un peu partout, vous allez vous faire des petits coups de bip, je m'en censure tout seul, voilà, parce que on sait que le robot YouTube fait un petit peu du mal aux chaînes ces derniers temps dès lors qu'on dit un petit gros mot. Quoi qu'il en soit, c'est pour des parties assez longues, attention, c'est pour 90 à 120 minutes la partie, donc c'est assez conséquent, et évidemment c'est du 18 ans et plus, c'est une thématique assez mature, assez glauque, assez morbide, donc soyez avertis, c'est pas forcément à mettre entre toutes les mains. Qu'y a-t-il dans la boîte de cette grosse boîte ici de pledge de base qui est à 79 euros? Eh ben je vais vous le dire tout de suite. On aura d'abord 4 plateaux de secteurs. J'imagine qu'on est donc sur un jeu avec des des règles un petit peu modulables. Certainement que ce ne sera pas exactement la même configuration de jeu à chaque partie. J'imagine en tout cas qu'on peut les imbriquer un petit peu différemment, qu'elles sont peut-être aussi double face, j'imagine en tout cas. Ensuite, on a aussi un showboard sur lequel vont venir se loger différentes cartes d'événements, etc. Ensuite, 4 studio boards, là encore une fois des effets différents, des événements qui viendront certainement impacter un peu le cours du jeu. Ensuite, les personnes qui pourront concourir à cet événement de télévision un petit peu morbide. Donc ensuite, 8 cartes de Hunter, donc qui vont vous pourchasser, j'imagine. Ensuite, plus de 200 cartes, donc des cartes d'action, des cartes de contrat, des cartes d'intrigue, des cartes de succès, de mission remplie, des cartes d'événements, des cartes de challenge, tout un tas de tokens dans tous les sens, et puis beaucoup de standees. Vous le voyez dans cette version de base en tout cas, on a uniquement des standees et pas de miniatures. On a même une sorte de petit hommage à Mercredi, si j'en crois ma connaissance en pop culture qui n'est pas forcément très 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 conséquente, mais bon quand même. Et puis quelques dés. Ensuite, le Deluxe Pledge, où là, on va voir un petit peu plus de plastique, avec 95 euros. Donc ça fait quand même une différence pas si conséquente, puisqu'on est actuellement à 20 euros de différence, je crois, ou 19 euros de différence, un truc comme ça. Un peu plus... Ah non, c'est même pas ça, c'est 16 euros de différence, excusez-moi, entre les deux, et ça va rajouter un petit peu de plastique, donc c'est vrai que ça a l'air d'être un petit peu plus attrayant du coup, en termes de contenu, puisqu'on aura pas moins de 20 miniatures, c'est ça? Donc les contestants, donc les personnes qui vont concourir au jeu, et puis les hunters, donc les chasseurs qui vont vous pourchasser et chercher à mettre fin à votre vie dans les plus atroces souffrances, ainsi que leur repose miniature évidemment colorée. C'est à peu près la seule différence, je crois, avec la version de base, mais du coup, c'est une différence assez minime en termes de coût, c'est 16 $ de différence. Bon, après, il n'y a que 20 miniatures, c'est pas énormissime, mais bon, quand même, c'est pas pété en termes de différence de prix. Ensuite, qu'en est-il des add-ons éventuellement? On aura aussi le Psychofan Magazine, qu'est-ce que c'est ça? Stories from the World Horror Game Show, Alternative Rules and Ton of Surprises. Ok, des règles alternatives. Donc c'est un livret de règles supplémentaires apparemment, avec un petit peu de lore, et puis des règles alternatives pour 15 euros, c'est quand même pas donné. Ensuite, Easy Money Expansion, donc on a une extension, Easy Money à 40 euros, pas donné l'extension quand même. Ensuite, on a un insert aussi, d'accord, on a un add-on avec un insert pour ranger le jeu un peu plus efficacement, le tout pour 35 euros. C'est pas donné du tout pour un insert non plus. Vous avez ici un petit peu descriptif de ce que c'est que cette extension Horror Game Show, ouais, ça, avec des petites allures casino, qui est plutôt sympa. À voir ce que ça peut rajouter en termes de contenu de gameplay véritable. L'insert que vous voyez ici, alors certes il est là d'être plutôt sympatoche, mais quand même c'est un insert très 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 cher. Ensuite, est-ce qu'il y aurait éventuellement des pledges qui regroupent le tout, une sorte de all-in? Ça me semblerait assez logique, mais pour l'instant je ne crois pas en avoir vu. Apparemment non, donc il faudrait chercher en add-on des trucs qu'ils auraient pu mettre directement dans un all-in avec un prix un petit peu réduit à l'unité. C'est un petit peu dommage. Quoi qu'il en soit, on va quand même checker juste par acquis de conscience. 79, 95. Alors, peut-être ça.
145, j'avais pas vu ce pledge, avec donc la Deluxe Edition Box, Early Bird Character Pack, Easy Money Expansion, Psycho Fan Magazine. Ah si, peut-être qu'il y a un all-in en fait finalement. Donc à voir, mais apparemment 145 euros, il y a moins que ce soit une sorte de all-in. Et pour ce qui est du shipping, apparemment ça dépend pas particulièrement de votre niveau de pledge. Mais pour ce qui est de l'Europe, dans la plupart des pays européens en tout cas, c'est 20 euros. Pour ensuite le Japon, j'imagine dans la zone D avec l'Asie, 30 euros, c'est pas très très différent. Pour le Canada, c'est 25. Et ça doit être à peu près la même chose pour la Suisse, oui c'est ça, Suisse ou encore Liechtenstein, 25 euros également. Voilà donc pour ce qui est de Horror Game Show, un jeu de chacun pour sa peau j'imagine, où on va chercher à faire de grosses crasses pour chercher à survivre et potentiellement aussi à éliminer les autres, peut-être éventuellement aussi moyennant la participation d'autres personnages qui feront notre base besogne à notre place. Voilà pour ce qui est de Horror Game Show, The Board Game, 297 contributeurs, 9 jours avant la fin de la campagne, ce sera assez court, et 30 000 euros d'engrangés. Killforth est de retour sur Kickstarter pour la 4e fois. Tristan Hall revient. Pourquoi je dis revient comme ça? Revient, je dis en anglais revient. Je vais vous la faire toute la vidéo comme ça pourrait être fun un jour. Alors, on va aller checker les projets créés par Tristan Hall jusqu'à maintenant. Non, là par contre, je sonne un petit peu comme Jane Birkin, ça va être un peu ridicule à faire. Quoi qu'il en soit, c'était à l'origine l'auteur de Gloom of Killforth, mais également de... alors quels sont les autres jeux de la série? Shadows of Killforth, on avait aussi une sorte de standalone Veil Wraith en solo, et puis finalement Call of Killforth, donc une sorte de trilogie, plus un standalone un petit peu différent dans l'univers de Killforth. Et donc Killforth revient avec cette fois-ci Art of Killforth, donc un artbook avec du lore sur tout l'univers de Killforth, avec des très très belles illustrations comme toujours avec Killforth, plus bien sûr une réimpression des 3 jeux précédemment sortis. Et pour ceux qui s'intéressent à l'éditeur Tristan Hall, bon attention, il a quelques petits warnings, il n'a pas été toujours très très coopératif avec les backers, avec certains éditeurs qui voulaient faire des versions francophones de ces jeux aussi, donc bon, prenez ça avec des pincettes, mais il a aussi sorti précédemment 1815 Scum of the Earth, un jeu sur les guerres napoléoniennes avec un sous-titre assez insultant pour Napoléon, mais bon squat, mais également 1615 Saint Elmo's Pay et 1066 Tears to Many Mothers, donc pas mal de jeux historiques également, au-delà de cette grande série, de cette grande fresque de fantasy qu'est l'univers de Killforth. Et donc c'est Killforth qui revient avec cette nouvelle campagne Art of Killforth, accompagnée de reprint, donc de réimpression des 3 jeux sortis jusqu'à présent. Et vous voyez donc toujours la très très belle direction artistique de l'univers de Killforth. Personnellement, j'aime beaucoup toutes ces illustrations. À chaque fois que je les vois dans les précédentes campagnes, parce que j'en avais traité 2 sur les 3 je crois. La première partie de l'univers de Killforth, me semble-t-il, était arrivée avant que la chaîne ne soit créée. Donc je crois que c'était les 2 précédentes campagnes uniquement que j'avais traitées. J'ai toujours été très très séduit par la direction artistique, sauf par Veil Wraith, donc le jeu solo qui est ici, qui pourtant partage l'univers de Killforth, et j'étais vraiment pas séduit par les illustrations, par les promesses de gameplay. Par contre, le reste de l'univers, c'est vraiment très très joli en règle générale. En plus, c'est vraiment, il y a un petit peu de tout, il y a des influences un petit peu, disons, fantasy scandinave, fantasy plus européenne, et on voit ici, par exemple, des influences clairement beaucoup plus asiatiques également, donc c'est assez riche, africaine également d'ailleurs ici, c'est assez riche et ça a l'air assez intense. C'est vrai que le jeu a l'air d'être vraiment très très sympa, c'est un jeu qui s'enrichit beaucoup au fur et à mesure des sorties, parce que en fait vous pourrez les jouer comme standalone, mais je crois que vous pourrez aussi les mêler les unes avec les autres, vous pourrez faire une sorte de campagne sur le long cours également, en utilisant les 3 jeux par exemple. Et c'est toujours très joli, c'est un jeu d'aventure, c'est un jeu de découverte, d'exploration, assez sympatoche. Enfin sur le papier en tout cas je ne l'ai pas pu tester jusqu'à maintenant, mais ça a l'air d'être vraiment très sympa. Quoi qu'il en soit, durant cette campagne vous avez aussi accès, donc comme je disais, à des réimpressions de chacun des 3 jeux sortis précédemment, comme ici Call of Killforth, avec donc 55 livres, donc l'équivalent de 60 € j'imagine, plus ou moins. Ensuite, par contre attention, c'est en add-on pour l'instant en tout cas, parce que il faut checker dans les jours à venir, peut-être que ça sera modifié, mais pour l'instant c'est assez mal foutu, puisque vous devrez backer 35 livres pour avoir l'artbook et ensuite potentiellement ajouter des add-ons, ou alors backer uniquement un livre pour accéder au Pledge Manager qui vous donne ensuite accès aux add-ons, donc aux 3 jeux en question. Mais vous pouvez pas backer les jeux durant la campagne en fait. Il faut backer un livre
pour accéder au Pledge Manager et ensuite les prendre. C'est un petit peu casse-tête pour pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, 55 livres pour Call of Killforth, plus les Deluxe Upgrades à 24 livres. Ensuite, c'est un petit peu le même topo pour Shadows of Killforth, 55 plus 24, et même chose aussi pour Gloom of Killforth, 55 plus cette fois-ci 7 plus 6 plus 24, il y a un petit peu plus de promo pack pour Gloom of Killforth que pour les autres, et c'est toujours un petit peu le même topo en termes de gameplay également. Donc vous avez une énorme grille sur laquelle vous allez évoluer, des cartes vont changer, vous allez découvrir de nouvelles régions, vous allez faire des rencontres, vous allez aussi affronter divers ennemis, etc. Quoi qu'il en soit, c'est un petit peu la même chose dans les 3 jeux en fait. Vous voyez que c'est vraiment typiquement le même modèle, sauf que ce ne sont pas les mêmes lieux, ce ne sont pas les mêmes personnages. Il y aura aussi des petits points de règle, type des petites modulations, des petites choses qui vont changer d'un jeu à l'autre, d'un épisode à l'autre, pour aller enrichir non seulement le lore, mais également le gameplay. Mais fondamentalement, c'est le même jeu avec des stand-alone qui viennent changer quelques petites choses par-ci par-là et enrichir l'univers de Killforth, qui est un jeu assez charmant, je dois dire. Je ne l'ai pas backé pour la campagne précédente, je ne le backerai pas non plus dans celle-là parce que c'est pas un jeu qui m'intéresse suffisamment, c'est un jeu que j'aimerais beaucoup tester, ça fait partie de ces très nombreux jeux que j'aimerais beaucoup tester. Je sais qu'il intéresse pas mal Xavier d'ailleurs, notamment aussi pour les miniatures qui sont très sympas. Mais de là à le backer, c'est pas un jeu pour moi, je pense, ou en tout cas pas suffisamment pour que j'aille le backer moi-même en tout cas. Et comme je disais tout à l'heure, il y a les miniatures que vous pourrez aller backer aussi en add-on, donc pour 24 livres le pack, donc 8 héros. Même chose pour Gloom, même chose pour Call, donc pour chacun des épisodes, 8 héros avec leur mini pour 24 livres. Donc vous le voyez, ça coûte très rapidement très cher si vous prenez tout. 55 livres x 3 déjà, vous êtes déjà sur 115, ouais c'est ça, 115 livres, donc 140, 150 euros. Si vous ajoutez par-dessus ça les packs de détoxification pour chaque épisode et les miniatures pour chaque épisode, vous allez dépasser les 300 euros assez facilement à mon avis, plus les frais de port, plus éventuellement Wraith si vous voulez l'ajouter si vous êtes amateur de solo également. Donc voilà, ça peut monter très très haut, très très rapidement, et vous pouvez aussi ajouter les autres jeux plus historiques du coup à votre addition si vous êtes séduit aussi par cela. Voilà donc pour ce qui est du projet de Art of Killforth et la réimpression de Gloom, Shadow et Call of Killforth. 452 contributeurs pour l'instant, c'est pas énormissime, pourtant c'est des jeux qui ont bonne réputation. L'éditeur beaucoup moins que le jeu lui-même, mais bon, ça c'est à prendre avec des pincettes, c'est pas forcément quelque chose qui est à proprement parler à propos du jeu, c'est à propos de l'éditeur lui-même, mais c'est intimement connecté, donc il faut bien que le jeu dise quand même, il y a des petits warnings par-ci par-là concernant Tristan Hall et son éditeur. 452 contributeurs donc, 10 jours avant la fin de la campagne, 30 000 euros d'enrangé, c'est donc largement financé. En serez-vous, n'en serez-vous pas, vous me le direz en commentaire, quoi qu'il en soit, dans la communauté, il y a actuellement 10 contributeurs français, ce qui n'est pas énormissime, mais 11 en Belgique, ils sont plus nombreux qu'en France, mais bon, ils sont peut-être plus anglophones aussi en Belgique qu'en France, on n'est peut-être pas très très bon en anglais quand même. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour Art of Killforth Artbook, plus Gloom of Killforth Reprints. On parle très rapidement de Alice is Missing Silent Falls. Vous en avez certainement entendu parler ces dernières semaines, puisque Alice is Missing a été nommé au quel prix déjà? C'est à l'As d'Or ou à Essen, je ne sais plus, l'un des deux, ou les deux peut-être, je sais plus. Je crois que c'est à Cannes, ouais. Donc le festival du jeu de Cannes, je crois, où Alice is Missing a été nominé plutôt, pour recevoir le prix du jeu de l'année si je me souviens bien. Et donc ils reviennent sur Kickstarter en même temps, plus ou moins c'est le même timing et c'est bien pensé de ce point de vue là, avec Silent Falls, une nouvelle extension pour le jeu, 2110 contributeurs déjà, 117 000 euros d'engrangés, j'avais pas vu venir dans cette campagne, et pour l'instant c'est un très beau succès comme on aurait pu l'imaginer, c'est un jeu qui a rencontré vraiment un bon succès d'estime mais également de presse. Donc vraiment, il confirme avec cette belle campagne, 24 jours avant la fin de la campagne, déjà 2000 contributeurs et 117 000 euros d'engrangés pour ce jeu qui mêle un petit peu jeu de plateau et jeu de rôle, si je puis dire, qui peut aussi avoir des vibes, enfin c'est un petit peu dommage de sortir des anglicismes comme ça à tire-larigot, mais qui a un petit peu des allures, disons, en termes d'ambiance de Life is Strange, le jeu vidéo français lui d'ailleurs aussi, qui était vraiment très 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 sympatoche. J'avais pu jouer au premier mais pas au deuxième, mais c'était une expérience assez intéressante, et du coup ça reprend un petit peu ça, quoi. C'est un petit peu à mi-chemin entre le jeu de plateau et le jeu de rôle, avec donc Alice qui est donc portée disparue. Et donc on est à sa recherche, on va faire des rencontres, etc. C'est assez intéressant, j'ai pas plongé plus que ça dans le jeu, parce que c'est typiquement pas un genre de jeu qui convient vraiment à mon groupe de joueurs à mon avis, mais c'est vrai que la direction artistique est très jolie, et en plus il rencontre un très beau succès d'estime, donc c'est à mon avis un jeu sur lequel il faut penser, mais attention,
sur lequel il faut se pencher. J'ai très très mal prononcé ça. Mais au-delà de ça, je crois que la campagne est uniquement en anglais. Donc bon, je me fais pas trop de soucis dans le sens où il y a apparemment pas de vraie exclusivité qui vaille le coup de se pencher sur la campagne Kickstarter elle-même, mais je me fais pas de soucis dans le sens où c'est de toute façon un jeu qui a rencontré un très grand succès et qui donc, pour son extension comme pour son jeu de base, trouvera le chemin des boutiques en français. Il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. J'ai pas checké qui était l'éditeur en français. C'était pas Ori Games, là je sais plus. Bah pour le coup, je laisse en commentaire Nico de la chaîne Crash Test Meeple qui a toujours les informations dont j'ai besoin dès lors qu'il s'agit de parler d'éditions françaises. Donc quoi qu'il en soit, Alice is Missing vient s'enrichir d'une nouvelle extension intitulée Silent Falls qui vient rajouter assez peu de cartes. Au final, j'avais vu un peu plus bas qu'il y avait quoi, une trentaine, une quarantaine de cartes. Je me trompe peut-être, j'ai oublié. Mais on verra ça assez bien. Voilà, 38 nouvelles cartes. C'est pas énorme honnêtement, hein. Il y a 4 nouveaux personnages jouables, ensuite 2 nouvelles cartes de relation, 12 nouvelles cartes de prompt, donc des petites, comment dirais-je, des cartes qui vont faire avancer le scénario quoi en gros, 3 nouveaux suspects, 3 nouveaux lieux, 4 nouvelles cartes de recherche, 22 nouveaux indices, donc voilà c'est juste essentiellement de nouvelles cartes que vous avez perçues d'ailleurs ici, qui sont toujours très très bien illustrées, j'aime bien vraiment l'ambiance visuelle du jeu, mais c'est pas un énorme enrichissement en termes de contenu, de gameplay, mais ça pourrait éventuellement rajouter une assez forte rejouabilité au jeu, puisque c'est directement inclus au jeu de base, évidemment, c'est une extension, ce n'est pas un standalone, attention, il vous faudra Alice is Missing premier du nom pour pouvoir bénéficier de l'ajout que propose Alice is Missing Silent Falls, mais ça peut avoir quand même suffisamment d'impact sur vos parties du jeu de base et renouveler un petit peu l'expérience, donc ça reste intéressant malgré tout, et en plus de ça, c'est pas très très cher, ce que vous vous en doutez, hein, vu le prix, enfin vu le contenu, pardon, en termes de matos, 38 cartes, c'est pas un truc très très cher à pondre. Ceci dit, on a différents niveaux de pledge, vous en voyez ici 3, qui s'accompagneront de plus ou moins de deluxification si l'on veut. Est-ce que ça par contre ce sera disponible dans le commerce? C'est un petit peu moins sûr, mais vous allez voir, un peu plus bas c'est décrit, voilà le pledge 1, vous aurez donc en gros l'aperçu que vous avez ici avec donc quelques petits éléments visuels, mais directement dans le pledge numéro 2 vous aurez aussi plein de petits gadgets qui s'apparentent un petit peu à des goodies mais qui auront aussi leur importance dans le jeu, qui ne sont pas essentiels mais qui viennent apporter un petit peu d'immersion supplémentaire, et même chose pour le tier numéro 3, donc le pledge numéro 3 qui vient s'accompagner d'encore plus de petits objets qui vont accompagner votre aventure et rajouter encore un peu plus d'immersion. Voilà, on va essayer de voir un petit peu plus bas si... Oh, j'ai aussi vu ça tout à l'heure en préparant l'émission. Le créateur du jeu, quel Chad, le mec, beau gosse quand même. Et par contre, Banana Chan, bon, moins fan du pseudo un peu bizarre, mais bon, après tout, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, les Pledge Devils, 10$ pour le Pledge touriste pour avoir le jeu en PDF. Donc c'est un print and play, quoi, en gros. Pour l'extension, vous pourrez l'ajouter directement à votre jeu de base directement physique, mais en plus avec un PDF, donc c'est un petit peu bizarre en termes de, comment dirais-je, de cohérence en termes de matériel, mais bon, après tout, si on est pressé, pourquoi pas. Ensuite, pour le pledge Resident à 20$, vous avez une copie du jeu en physique, cette fois-ci plus le PDF bien sûr, hein, donc vous pourrez de toute façon, quel que soit le pledge, avoir le PDF, donc vous pourrez y jouer avant même de recevoir la boîte en physique. Donc 20$ pour le pledge de Alice Missing Silent Falls Expansion. Ensuite, toujours pour 20$ également, Classmate. C'est une copie digitale de Silent Falls, plus quoi d'autre du coup, both Roll20 and Alchemy version. Donc vous pourrez y jouer sur comment ça s'appelle déjà, Roll20 et puis Alchemy, donc 2 plateformes de jeux de rôle en ligne. Donc c'est un petit peu la même chose que le Pledge Tourist, sauf que vous pourrez aussi le jouer en ligne et pas uniquement en print and play à la maison. Ensuite, 40$ le Friend Physical et Digital, donc les deux, hein, la boîte plus les 2 accès sur les plateformes numériques pour y jouer avec des amis à distance. Et puis ensuite, on a un gros pledge mécénat à 250$ qui vient rajouter pas mal de petits trucs par-ci par-là avec des enveloppes à décachetonner, etc. etc. Vous pouvez aussi acheter des add-ons qui sont clairement là comment dirais-je, du produit dérivé quoi en gros, puisqu'on a notamment le jeu de base, mais au-delà de ça on a surtout des backpacks, donc un sac à dos à l'effigie de celui que porte Alice dans le jeu je crois, Arcade Token Pack, donc on a des petits tokens à 20$, c'est quand même pas donné non plus, et puis également un petit set de pins. Pins c'est normalement des pins quoi en gros. Mais ça n'a pas l'air de pins quand on regarde ça, je sais pas. C'est des pins en énamel, d'accord.
Ok. Quoi qu'il en soit, c'est 40$ pour 3 pins. Ça va être du bon pins de compète, mais quand même. Quoi qu'il en soit, c'est après tout. Vous avez un petit aperçu de ce à quoi ça peut ressembler sur Roll20 si vous voulez jouer en ligne. Même chose pour Alchemy, également pour ceux que ça pourrait intéresser. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Alice is Missing avec cette extension Silent Falls. Est-ce que vous êtes éventuellement tenté par ce nouveau projet? Alors peut-être pas par la campagne elle-même parce qu'elle n'est pas disponible en français, mais de toute façon l'extension le sera à terme, comme l'est déjà son jeu de base, parce que c'est un gros succès. Mais est-ce que vous y avez joué? Est-ce que vous êtes tenté par l'opportunité d'aller enrichir ce jeu d'une nouvelle extension? Vous me direz ce que vous en pensez, juste par curiosité, combien de Français dans la communauté? À mon avis, pas beaucoup quand même, 44, ouais, parce que de toute façon, il y aura une version francophone, donc ça me semble pas très nécessaire d'aller backer durant la campagne. Mais bon, vous me direz malgré tout ce que vous en pensez. Voilà pour Alice is Missing, Silent Falls. On continue avec un autre projet francophone, et français d'ailleurs, je crois que c'est le 2e ou le 3e de la journée. Il s'agit de l'Ordre de Vegel qui revient pour la 3e fois sur Kickstarter, avec cette fois-ci une extension intitulée Les Miraculés de Alan Moore, avec, disons-le, une extension YouTuber. C'est un parti pris assez particulier, assez étrange, d'autant plus que tous ne sont pas forcément concernés par l'univers du jeu de société à proprement parler. On en voit un, avec ici le Lord Etrigan. Bon, voilà. Ensuite, par contre, le reste, Bob Lennon, je connais de nom, mais je connais pas la chaîne. Presea, je connais pas du tout. Sheshune, je crois que c'est du gaming jeu vidéo. Benzaï, je connais que de nom également. Ganesh, c'est de la parodie avec, comment dirais-je, une sorte d'imitation de personnages publics avec du gaming de par-dessus. Et puis un nouveau personnage qui est ici aussi, mais qui n'incarne personne en particulier, mais qui sera incarné par un des backers tiré au sort. Donc vous fournirez votre photo si vous êtes tiré au sort, et vous aurez votre tronche dans le jeu, ce qui peut être très sympa. Pour l'instant, 167 contributeurs, 6000 € d'engrangés, donc c'est financé à 29 jours de la fin de la campagne, mais c'est vrai que c'est pas forcément un parti pris qui va attirer tout le monde, cet ajout de youtubeurs. Bon, moi j'avoue que ça me parle pas des masses, voire même pas du tout. Au-delà de ça, l'Ordre de Vegel, c'est un jeu qui a eu de très 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 bons retours de la critique. Les différentes vidéos que j'ai pu en voir qui abordaient le sujet étaient plutôt dithyrambiques de manière générale. C'est encore une fois, un petit peu comme je l'ai dit tout à l'heure sur un autre projet, à mi-chemin entre le jeu de plateau et le RPG plus classique, disons, avec des belles illustrations qui plus est. On a une belle direction artistique, même si c'est un petit peu inégal par endroit. Par exemple ici, Presea, on est encore sur, j'imagine, des artworks un petit peu prototypales, on va dire. Pour l'instant, c'est un petit peu moins joli qu'à l'accoutumée, j'ai l'impression. Mais en règle générale, je trouvais ça plutôt joli, quand vous voyez ici cette illustration sur l'Ordre de Vegel. C'est plutôt pas mal. Le jeu a l'air assez sympatoche, mine de rien, et les retours sont plutôt très bons. Mais je suis pas très très fan du parti pris d'aller intégrer des youtubeurs là-dedans. J'ai jamais très très bien compris l'attrait qu'on pouvait avoir pour justement l'incorporation de personnages youtubeurs dans des jeux de société. Enfin, je suis pas très convaincu, mais bon, il y a des fans. J'avoue que je suis pas sûr même d'apprécier l'éventualité de me voir moi-même dans un jeu de société. Enfin, ça peut être fun, histoire de dire ouais, je suis dans un jeu quand même, c'est classe, mais ça m'attire pas outre mesure, quoi qu'il en soit. Au-delà de ça, l'intérêt pour moi, il réside aussi dans la possibilité d'aller pledger les 2 premiers épisodes du jeu. Et ça, c'est un peu plus intéressant selon moi. C'est que les 2 épisodes de l'Ordre de Vegel jusqu'à présent sortis sont encore une fois disponibles pour une réimpression durant cette campagne. Et ça, c'est plutôt très cool par contre. J'essaie de vous retrouver ça, je l'ai peut-être déjà passé sans le vouloir d'ailleurs. Au pire, ça doit être disponible ici. Donc ça, c'est l'extension. Voilà, c'est ici. Chapitre 1 plus extension, 85 €. Chapitre 2 plus extension, 125 €. Et ensuite, chapitre 1 et 2 plus extension, 175 €. Par contre, c'est assez chéro, c'est vrai. Mais bon, je crois que c'est un projet qui est en plus produit en France. À vérifier, je dis peut-être une connerie. Mais il me semblait que c'était produit en France. C'est un projet qui nous vient de Châteauroux, dans le Berry. À l'origine, le Berry, c'est la région de mes pères. C'est la région de la famille de mon grand-père. Si vous êtes dans le Berry et que vous passez dans un petit coin qui s'appelle... tiens, j'ai un trou de mémoire d'un seul coup. Azelferron, voilà. Azelferron, dans le Berry. Et dans ce petit village, tout petit village, il y a un lieu-dit, c'est encore plus paumé, c'est un lieu-dit, où là, il y a 80% des gens, c'est ma famille, quoi. De temps en temps, ils vont piocher une femelle à l'extérieur pour renouveler un peu le pool génétique, mais sinon, ouais, c'est ma famille, quoi. Depuis des siècles et des siècles, à mon avis. Quoi qu'il en soit, peu importe. Pour le reste, on va aller voir quand même rapidement les frais de port,
que j'avais pas abordé tout à l'heure sur Alice is Missing d'ailleurs, un peu dommage. Quoi qu'il en soit, les frais de port, je ne les trouve pas ici, donc on va peut-être aller checker directement là, c'est peut-être plus mentionné, non? Si, voilà. 20 pour la Belgique, 19 pour la France, 42 pour la Suisse, pas de Canada, vous l'avez dans le caribou, les Canadiens, désolé. Bon, d'ailleurs, pas que ça, hein. Il y a d'autres francophones, hein, bien sûr, je sais pas, même le Liechtenstein ou tous les pays africains, bien évidemment, aussi, mais bon, là, par contre, c'est beaucoup plus commun. Quoi qu'il en soit, vous me direz ce que vous en pensez, que vous me direz aussi si vous avez testé l'ordre de veillette jusqu'à présent. C'est pas mon cas, mais c'est vrai que, vu qu'il a toujours des retours très très positifs, en général, en tout cas, j'aimerais bien le tester un jour. Mais bon, a priori, je suis pas non plus le public pour, je suis pas le cœur de cible, puisque c'est un jeu de rôle quand même, donc c'est pas pour moi, mais quand même, j'aimerais bien le tester, parce qu'il a des bons retours. Ceci dit, l'extension avec les youtubeurs, moi, ça m'intéresse pas outre mesure. D'ailleurs, je me demande, est-ce qu'ils sont au courant? J'imagine que oui, ça me semblerait logique, mais quand même. 176 contributeurs, 29 jours avant la fin de la campagne, vous me direz ce que vous en pensez pour l'Ordre de Veyel, les miraculés d'Alenmur. On entre maintenant dans les 3 gros projets de la semaine. Bon, je dis gros projet de la semaine parce que honnêtement c'est une toute petite semaine. En réalité il n'y en a qu'un seul qui aurait dû figurer dans les gros projets de la semaine si on était sur une semaine habituelle. Mais on est sur une semaine extra légère, donc vous n'allez pas grossir cette semaine. Hein. Mais donc il y en aura 3 malgré tout. Celui pour lequel vous avez voté, donc Eye of Zamrock, Undertow, donc pour Too Many Bones en français. Et puis j'ai ajouté aussi Crystal Age qui pour ma part est celui qui me semble le plus intéressant. J'aime bien la direction artistique, c'est très très joli, et ça nous vient de Gravita Games qui avait déjà pondu un projet sur Kickstarter, mais sous un autre nom, du coup c'est marqué comme ici premier projet, alors qu'en fait c'est pas le cas. Du coup vous pourrez aller choquer, hein, c'est Sanctorum, leur précédent projet, qui a des très bonnes notes sur BGG, d'ailleurs ils le mettent en avant assez fréquemment dans la campagne si je me souviens bien, quelque part il y avait une mention de leur précédent jeu. J'arrive pas à le retrouver, quoi qu'il en soit, un jeu qui a 9.1, 9.2 je crois sur BGG, c'est complètement fou, mais attention, même s'ils le mettent en avant un peu plus tard dans la campagne, c'est un jeu qui a je crois 32 ou 33 évaluations, majoritairement espagnoles, l'éditeur étant espagnol lui-même. Bon, à prendre avec des grosses pincettes, mais les quelques retours que j'ai pu voir sur le premier jeu, donc Sanctorum, étaient plutôt très bons. Et Crystal Age arrive donc sur Kickstarter et il n'est pas encore financé, 26 000 € sur 28 000 nécessaires, 360 contributeurs et 18 jours avant la fin de la campagne. Vous le voyez, allemand, espagnol, anglais, mais pas de français pour l'instant, mais vous allez voir un peu plus bas que les règles seront disponibles en français en PDF. Et au-delà de ça, vous le voyez ici, Universal Language, autrement dit, il n'y a pas de texte qui nécessite de compréhension, parce qu'il y a juste en fait les prénoms des personnages, qui nécessitent compréhension particulière dans le jeu. Donc en fait, si vous avez juste les règles dans votre langue, ça suffit à pouvoir y jouer. Donc pas d'excuses, hein, vous aurez une PDF en français, certes c'est pas aussi agréable qu'un livret de règles en imprimé professionnellement, mais ça suffit largement. Et je suis assez étonné de voir Crystal Age aussi bas, en fait, hein, ne pas avoir financé. Je pensais que c'était un jeu qui, vraiment, avec l'allure qu'il a, aurait certainement cherché 1000 contributeurs dès la première semaine, et en fait, pas du tout. Alors que pourtant, en plus, c'est pas diablement cher, et en plus, il y a des early birds assez sympatoches, qui finissent d'ailleurs assez rapidement, je crois que c'est en 1h30 au moment où j'enregistre, donc ce sera déjà terminé lorsque vous verrez la vidéo malheureusement, mais je trouve qu'il est plutôt sympa en fait, hein. Ce qu'il présente est plutôt pas mal. Alors ça manque un petit peu de détails concernant le gameplay à mon avis, bon, j'ai pas lu les règles ceci dit, j'aurais peut-être dû mais j'ai pas le temps, mais je trouve que le manque de succès de cette campagne me semble un petit peu étrange. Quoi qu'il en soit, Crystal Age, est-ce que je peux retrouver les stats habituelles sur l'âge etc, peut-être un peu plus bas. C'est jouable en solo, en coop, mais également en compétitif, donc il y en aura pour tout le monde, ce qui n'est pas forcément gage de qualité, hein. Il y a beaucoup de jeux qui se cassent les dents sur cette modularité, donc le fait de pouvoir jouer en coop comme en compétitif. À la limite le solo c'est encore un petit peu autre chose, que bon ça donc c'est moins problématique, ça peut marcher avec les deux, mais par contre compétitif et coop, généralement t'en as toujours un des deux qui marche un peu moins bien, voire même les deux, donc je sais pas, à voir. Mais bon, a priori, c'est jouable dans les deux configurations. C'est d'ici que ça se passe donc pour les stats, 1 à 4 joueurs, 30 minutes par joueur autour de la table, donc ça va aussi entre 1 heure à 2 heures si vous êtes 2 ou 4 joueurs par exemple, et c'est pour 12 ans et plus, comme je disais, il n'y a pas de compréhension nécessaire au niveau du texte apparemment, même si je vois que, bon ici il y a quand même un petit peu de texte, hein, donc le Universal Language qu'ils ont mentionné un peu plus haut, un petit peu mensonger quand même, il y a un petit peu de texte, mais c'est quand même assez minimal. Et donc c'est un jeu qui va être assez modulable aussi, parce qu'il y aura différents plateaux, là ce n'est pas un seul plateau, mais 4 branches de plateaux
connectées les unes aux autres. Si je me souviens bien, c'est aussi double recto verso, donc vous pourrez aussi les moduler selon vos souhaits. Dans lequel vous allez avoir donc à cœur de rejoindre le cratère qui se trouve au centre ici et dans le mode compétitif en tout cas, rester 3 combats consécutifs dans le cratère sans avoir été défait par l'un des autres joueurs autour de la table. Donc vous allez incarner les personnages de standees que vous voyez ici, dans les coins, des 4 coins du plateau. Et vous avez différents embranchements dans les 4 régions que vous voyez ici, sur lesquelles vous pourrez évoluer. Vous pourrez aussi essayer de convaincre un gardien de se joindre à vous, et ensuite vous allez, comment dirais-je, entrer dans le cratère et essayer de vous confronter aux autres joueurs qui vont venir chercher à prendre votre place, tout en essayant d'upgrader votre personnage au fur et à mesure, puisqu'il y aura aussi pas mal de combats. Vous voyez des petits monstres ici, notamment à chacun des embranchements sur lesquels vous allez arriver, et bien vous dévoilerez également des monstres que vous devrez combattre pour ensuite upgrader votre personnage. Vous le voyez aussi, il y a beaucoup de dés, hein, c'est un jeu avec beaucoup de dés qui vont être brassés, donc pas mal de hasard certes, mais plus votre personnage va évoluer, plus vous pourrez influencer ce hasard, et du coup lui laisser moins de place, moins de prépondérance. Ensuite, vous pouvez tester le jeu sur Tabletopia, bien entendu. Vous pouvez aussi télécharger le livret de règles en anglais, ceci dit, pas en français pour l'instant. Ensuite, on va découvrir un petit peu la direction artistique que je trouve très charmante. Hein, vraiment, c'est plutôt très joli, très classique. Ça, pas de souci. Hein, je ne contredirai pas qui que ce soit ayant cet argument. C'est très classique pour ce qui est de la fantasy en tout cas. Mais c'est très joliment réalisé. Hein, même, comment dirais-je, l'agencement des cartes, des icônes, etc. L'iconographie a l'air d'être très simple. Ça a l'air vraiment très sympa, visuellement parlant. Vous avez aussi quelques petites miniatures pour les gardiens que vous voyez ici, sur lesquels vous pourrez aussi ajouter quelques petits éléments de ressources, quoi, en gros avec des petites, comment dirais-je, des petits tokens que vous voyez ici, imprimés en 3D, qui seront différents dans la version Deluxe et la version standard. Donc vous pourrez ici vous défaire de certaines créatures comme ici le Tala Igala par exemple. Ensuite les gardiens, donc vous devrez gagner les faveurs pour pouvoir les ajouter à votre équipage en gros, enfin votre équipage de 2 personnes du coup, pour ensuite aller bien vous confronter à vos adversaires, les joueurs autour de la table, au centre du cratère. Et puis donc à chacun de vos tours, il y aura donc des dés qui seront brassés, qui seront plus ou moins, comment dirais-je, porteurs de résultats conséquents. Donc les rouges auront des faces à 3, alors que les bleus auront des faces à 0 par exemple. Enfin, les dés auront des valeurs différentes en gros. Et vous pourrez influer de plus en plus sur la valeur de ces dés grâce à l'évolution de votre personnage au fur et à mesure des combats, mais il faudra aussi jongler avec ses points de vie bien évidemment, et il y aura aussi un petit peu d'asymétrie entre les différents personnages que vous pourrez contrôler, mais également les gardiens que vous chercherez à convaincre de vous rejoindre. Voilà, c'est d'ailleurs ici Sanctorum, hein. Sanctorum 9.1 sur BGG, mais si vous allez checker, d'ailleurs je vais le faire rapidement pour vos beaux yeux, BGG 9.1 avec actuellement donc 41, non 34, pas pourquoi je dis 41, 34 évaluations et 21 commentaires, essentiellement, pas uniquement, mais essentiellement espagnols, donc en provenance du pays d'origine de l'éditeur, donc toujours à prendre avec des pincettes. Laurent Haquet, de Rouen, si tu nous regardes, donne-nous ton avis, parce que tu nous as mis un petit 9 sur le jeu, mais je serais curieux de voir un rapport un peu plus conséquent sur le gameplay de Sanctorum, pour voir si éventuellement les jeux de Gravita Games sont vraiment si bons que ce 9.1 laisse sous-entendre. Alors ensuite, pour les niveaux de pledge, on a donc le Crystal Age Low Corruption Pledge, donc on aura Low, Medium et High, si je me souviens bien, pour les 3 niveaux de pledge. Le Low Corruption Pledge, c'est le pledge de base, 39 €, pas cher, pour 4 miniatures plutôt très jolies, elles sont quand même plutôt classe les miniatures. Ensuite 4 plateaux modulables, donc vous pourrez les connecter différemment selon votre partie, 40 dés d'attaque de couleurs différentes, les standees pour les héros, bon ça c'est toujours un petit peu dommage d'avoir des standees pour les héros qui sont les personnages principaux du jeu, par contre des miniatures pour les personnages un petit peu secondaires, bon, plus impressionnant visuellement certes, mais secondaires quand même, c'est un peu bizarre je trouve. Ensuite les cartes petit rototo, excusez-moi. Du coup, on va boire un petit coup. Ouais, je pense que je vais avoir la flemme de le monter, ça. Je vais laisser le rototo. C'est comme ça. Je suis désolé. Qui ne fait pas de rototo, hein, me jettera la première pierre. Quoi qu'il en soit, les cartes de héros, les cartes de créatures, en fonction des régions sur lesquelles vous allez les rencontrer, hein, donc le wall, ensuite on aura le forest, on aura aussi le wasteland et le crater. Donc pour toutes les régions sur lesquelles vous pourrez rencontrer ces différents démons en tout genre que vous êtes amenés à donc tout simplement terrasser pour permettre à votre personnage de s'améliorer, de se renforcer.
Ensuite, on a aussi les 4 lords de la corruption, donc les boss que vous devrez affronter, notamment dans le mode coopératif, parce qu'il me semble qu'en compétitif, ils n'interviennent pas, si je ne me trompe pas. Ensuite, des aides de jeu. Alors j'imagine qu'il y aura des équivalents en français, en PDF, donc imprimables, mais en l'état, la version physique, ce sera uniquement en anglais, en espagnol et en allemand. Ensuite, pour la version Low Corruption, toutes les ressources seront des petits cubes translucides, assez classiques. Ensuite, 3 livrets de règles, donc pour chacune des langues disponibles. Donc là, ils vont pas se fouiller à vous demander dans le Pledge Manager quelle version vous voulez, ce sera les 3 d'un coup. Ensuite, les dés qui vont servir à compter les points de vie restants pour chacun des héros également. Et ensuite, on va arriver directement sur le Mid Corruption Pledge, donc le second pledge un peu plus conséquent, qui vient s'accompagner d'une extension intitulée Crystal, donc la Crystal Expansion, qui vient ajouter 50 cartes exclusives, apparemment exclusives à Kickstarter, oui ou non, ça par contre je ne sais pas. Je ne saurais pas vous le dire, parce que c'est marqué Exclusive Cards, mais exclusive à quel niveau? Est-ce que c'est exclusive à Kickstarter, pardon, ou est-ce que c'est exclusif à l'éditeur, donc ce sera pas en boutique, mais sera éventuellement achetable sur le site de Gravita Games, par exemple? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous le dire. Quoi qu'il en soit, extension Crystal, et comme pour le premier pledge, même s'il n'est pas mentionné tout à l'heure, vous avez un Early Bird assez conséquent aussi pour l'instant, même s'il sera déjà terminé lorsque vous verrez cette vidéo malheureusement. Ensuite, au-delà des 50 nouvelles cartes que vous voyez ici, il y aura aussi des petits tokens upgradés, donc toutes les ressources qu'on a vues précédemment en cube translucide auront cette fois-ci une forme particulière, notamment les gemmes de destruction qui pourront être clipsées directement sur les miniatures des gardiens. Ensuite, les potions, les bombes de fumée, les bombes fumigènes on va dire, et puis les petits compteurs de points de dégâts subis. Ensuite, vous avez aussi la boîte Crystal Age Creature Collector's Box qui est en add-on. Alors oui, c'est un petit peu bizarrement foutu parce qu'ils présentent les add-ons avant le pledge le pledge final ou le pledge all-in. Donc ça c'est un petit peu bizarre. Mais si vous voulez en add-on la Creature Collector's Box, c'est 15€ et ça vient ajouter 104 nouvelles cartes, 96 cartes de créatures plus 8 cristaux, ou fragments de cristaux d'ailleurs, en plus. Donc ça vient vraiment enrichir pas mal le jeu. Donc le tout pour un prix assez modique qui plus est. Ensuite, les tokens premium, si vous les voulez, sans avoir à prendre le Mid Corruption Pledge, c'est 10€. Donc pour les tokens qu'on a vu tout à l'heure. Si vous voulez uniquement les miniatures, si vous voulez aussi ajouter un set de miniatures par rapport au pledge de base par exemple, parce que je sais pas, vous aimez les miniatures et les exposer sur une étagère ou quoi que ce soit, c'est 20€, quand même c'est assez cher pour 4 miniatures, soyons honnêtes. Ensuite on a aussi un tapis de dés pour 10€, qui est plutôt sympatoche, assez, comment dirais-je, classique, mais assez sympa. Les sleeves pour la totalité du jeu à 5€, ok. Ensuite un petit sac pour aller contenir l'ensemble des dés du jeu pour 10€. Un petit peu cher pour ce que c'est, mais en même temps c'est 10€ pour le sac plus 40 dés supplémentaires. Bon. Et ensuite on arrive finalement au all-in. Bizarre de le présenter ça après les add-ons, mais pourquoi pas après tout. À 69€, donc encore une fois pas très cher pour ce que c'est. Pour le High Corruption Pledge, et donc cette fois-ci ça va contenir l'ensemble de ce que vous avez vu précédemment. Donc le tapis de dés, le sac pour contenir les dés, ensuite l'extension Crystal que vous voyez ici, les ressources de l'oxyfié en plus des ressources de base, etc. etc. Donc vraiment le gros all-in avec les sleeves, hein, qui plus est les 300 sleeves. Donc le tout pour 69€. Franchement, c'est pas si cher que ça, même si c'est le Early Bird, ce sera un petit peu plus cher lorsque vous verrez cette vidéo, j'imagine. Mais quand même, c'est assez abordable, je trouve, pour ce qui est contenu dans le pledge. Donc voilà, 39, 49, 69 pour les différents niveaux de pledge. Et j'imagine que lorsque vous verrez la vidéo, ce sera un poil plus cher que ça. Donc je pense que je vais peut-être backer le Early Bird parce qu'il reste très peu de temps, 83 minutes lorsque moi je m'enregistre. Histoire de dire que, bon, j'ai le Early Bird potentiellement. Mais je sais pas si je garderai mon pledge jusqu'au bout parce que les frais de port, vous allez voir, sont assez méchants pour moi, pour le Japon. Hein. Pour vous, je ne sais pas, j'ai pas encore checké, je crois que ça aurait été 20€, un truc comme ça pour vous, donc c'est un petit peu moins cher. Vous avez ici un petit peu le descriptif du How to Play, donc de comment jouer. Vous allez donc choisir un héros pour débuter votre aventure et vous allez le placer sur un des emplacements, un des coins en fait du plateau central. Ils auront un petit peu de particularité, donc un tout petit peu d'asymétrie entre les personnages. Qui peuvent être utilisés en attaque, en défense ou en guérison par exemple. Ensuite vous aurez l'action de déplacement, donc vous allez marcher ou jog, donc faire une sorte de footing, donc disons courir à rythme assez mollo disons, ou courir carrément à fond la caisse, donc pour vous déplacer plus ou moins loin en fait sur le plateau. Sachant que ça va avoir une influence sur le résultat, puisque à chaque fois que vous allez vous déplacer, vous allez révéler aussi des créatures que vous allez devoir affronter.
Si vous marchez, vous allez vous déplacer moins rapidement, mais vous allez découvrir plus de créatures et avoir donc du choix pour choisir en fait une créature qui est plus facile à vaincre selon votre profil de personnage. Si vous allez un petit peu plus vite, vous allez avoir un seul personnage, une seule créature révélée, donc moins de choix. Et si vous courez, vous allez vous déplacer bien évidemment plus rapidement, mais il n'y aura pas de créature, donc pas de possibilité d'aller s'upgrader, d'aller améliorer votre personnage. Donc il y aura un savant mélange à aller imaginer en termes de déplacement pour pouvoir upgrader ou non votre personnage, pour pouvoir accéder plus rapidement ou moins rapidement à tel ou tel point, etc. Ensuite, on a aussi les portos, vous pourrez vous déplacer sur des portos, c'est pas le Portugal, c'est juste le pluriel de portail, pour vous déplacer d'un point A à un point B de manière assez rapide, c'est du fast travel en vocabulaire de gamer jeux vidéo. Ensuite, on aura aussi des items que vous pourrez bien évidemment consommer pour vous déplacer un peu plus rapidement ou à des lieux particuliers par exemple. Et ensuite, la phase d'action où vous allez vous foutre sur la tronche avec les différentes créatures que vous aurez révélées. Donc il y aura donc ici beaucoup de dés à brasser que vous pourrez aussi influencer plus ou moins en fonction de l'avancée de votre personnage dans son évolution. Ensuite, les gardiens, donc vous devrez chercher à acquérir leur faveur pour qu'ils vous donnent accès au cratère. Une fois qu'ils seront ralliés à votre cause, vous pourrez enfin pénétrer le cratère central et attendre les autres joueurs qui vont venir essayer de prendre votre place. Et si vous résistez 3 combats consécutifs, eh bien vous l'emportez pour cette partie. Et ma foi, c'est à peu près tout. On a aussi le Dominate or Destroy Corruption, mais je crois que c'est pour le coop uniquement, c'est ça? Oui, donc pour gagner en coopératif ou en solo, il faudra vaincre les lords, donc les boss de la corruption, que vous voyez ici d'ailleurs. Et en compétitif, il faudra donc juste survivre 3 combats successifs dans le cratère. Ensuite, c'est là que ça va mal, c'est les stretch goals. Alors pour l'instant, je vous l'ai dit tout à l'heure, je comprends assez mal le manque de succès de cette campagne pour l'instant. C'est pas diablement cher, c'est plutôt très joliment produit. Peut-être que le gameplay est pas suffisamment attrayant pour certains joueurs. Moi je trouve que c'est plutôt sympa. C'est pas un jeu qui a l'air révolutionnaire du tout, mais ça a l'air d'être un jeu sympatoche. Plutôt satisfaisant visuellement qui plus est. Mais les stretch goals, pour l'instant c'est pas financé, donc évidemment ils se débloquent pas. Et vous allez voir que les paliers sont méchamment élevés, puisqu'on passe directement de 28 000 à 50 000 à 75 000, pour ensuite même aller chercher potentiellement les miniatures des héros à 300 000 euros, seuil qu'on ne verra jamais atteint, soyons honnêtes. Pour le reste, bon, il y avait un héros supplémentaire, un petit boss supplémentaire, bon, on peut s'en passer à la limite, c'est pas grave, mais c'est vrai que les miniatures de héros à 300 000 euros, c'est quand même assez méchant. Plus des sets de rôles supplémentaires à 50 000 euros, bon là je suis même pas sûr qu'on les atteindra non plus, pour être tout à fait honnête. Donc bon, il y a aussi un gros manque de communication, parce qu'il y a assez peu de chaînes qui en parlent. Bon, certes, il y a le sempiternel... la sempiternelle review de Dice Tower qui est là quand même pour vous présenter le jeu en anglais, mais bon, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est un petit peu dommage. Ensuite, pour les frais de port, sont un peu plus... Ah, c'est ici que ça se passe, voilà. Le shipping, alors attention, la TVA c'est inclus, parce que c'est un projet espagnol, donc c'est déjà inclus en termes de TVA. Et pour ce qui est des frais de port eux-mêmes, pour l'Union Européenne c'est 20, 21 ou 23 en fonction du niveau de pledge, donc c'est pas exagéré, même si, bon, quand c'est dans l'Union Européenne, en provenance de l'Union Européenne, on aurait pu imaginer un petit peu plus faible que ça, mais bon, ça reste à peu près abordable. Ensuite, le Canada 24, 26, 28, ça passe encore. La Suisse 38, 38, 139, ça commence à piquer quand même assez méchamment. Et pour nous au Japon, 34, 37, 40, c'est quand même assez chéro en termes de frais de port. C'est ça qui me fait penser que même si je vais probablement backer pour le Early Bird, histoire de m'assurer une position dans ce prix, je suis pas sûr de conserver le Early Bird, le pledge, jusqu'à la fin de la campagne. Ça dépendra vraiment de ce qui est révélé vers les stretch goals, mais vu les différents créneaux de stretch goals, bon, c'est pas forcément très engageant. On verra bien. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Crystal Age, un projet qui moi me séduit pas mal visuellement. En termes de gameplay, je suis pas sûr d'être aussi convaincu que ça, donc c'est pour ça que je me dis que c'est un pledge que je vais certainement pas conserver, mais bon, je serais quand même très curieux de le tester. On verra bien ce que ça donne au fur et à mesure que la campagne s'écoule. Pour l'instant, il reste 18 jours avant la fin de cette dernière. Le projet n'est pas encore financé. Vous me direz ce que vous en pensez. Pour l'instant, combien de Français sont sur la campagne? 5. C'est assez peu quand même. Ça marche pas des masses quand même pour Crystal Age. 363 contributeurs, 26 000 euros d'enragés, 18 jours avant la fin de la campagne. Bon, ça va être difficile de faire un dessert sur Eye of Zamrock Invasion.
Pour deux raisons, d'abord parce que c'est un jeu assez classique, alors je sais pas pourquoi vous êtes aussi nombreux à avoir voté pour celui-ci, hein. C'est un jeu d'Epic Fantasy compétitif, assez classique, avec de la stratégie, de l'exploration, de l'aventure, de la gestion de ressources, du développement de personnages, mais c'est super classique. Le 48 heures Early Bird est déjà terminé, donc bon, c'est moins intéressant déjà. Et surtout, ça va peut-être pas financer des masses, hein, ça non plus. Un peu comme Crystal Age. Crystal Age est plus proche d'aller atteindre son financement. Mais Eye of Zamrock, pour l'instant, 219 contributeurs, c'est pas ridicule en soi. Mais 25 000 euros, c'est pas mal non plus en réalité, mais le seuil de financement, ils l'ont fixé assez haut, ce qui est plutôt honnête de leur part. Mais 65 000 euros d'engrangés nécessaires pour atteindre le financement, ce qui fait qu'actuellement, on est à un peu plus du tiers du seuil de financement, et donc c'est pas fantasmagorique, hein, très honnêtement, et je suis pas du tout convaincu que ça finance à la fin. C'est le premier projet de Infinite Galaxy sur Kickstarter, et c'est un nouvel éditeur qui nous vient de Serbie. Donc c'est pas la première fois que les pays d'Europe de l'Est nous proposent ce type de projet Epic Fantasy. Ils sont très très amateurs de ce genre-là, j'ai l'impression. En même temps, c'est aussi de là que vient la longue série du Witcher, par exemple. Donc bon, ça s'explique aussi un petit peu par là. C'est vraiment une mode qui est très imprégnée là-bas, apparemment. Quoi qu'il en soit, donc c'est un jeu compétitif, Epic Fantasy, stratégie, aventure, exploration, city building, assez intéressant de ce point de vue-là quand même, la construction de villes, de cités, et puis gestion de ressources. Et puis donc pour l'emporter, votre royaume devra trouver un équilibre entre la poursuite d'ambitions personnelles et la nécessité de coopérer avec les autres joueurs pour achever un objectif commun qui est celui de combattre l'invasion des démons. Donc en gros, c'est du semi-coop, on va dire, hein, c'est décrit comme étant un jeu compétitif, ce qu'il est fondamentalement, mais avec une touche de semi-coop, puisqu'il faudra quand même à terme vaincre l'invasion des démons pour pouvoir l'emporter. Donc j'imagine que si les démons l'emportent, aucun joueur autour de la table ne sera en mesure de l'emporter. Donc petite facette semi-coop, pas inintéressante. C'est pour 1 heure par joueur autour de la table, donc attention, ça peut être assez long, puisque vous le voyez, c'est pour 1 à 6 joueurs, donc potentiellement vous pouvez y passer votre journée quand même. Et c'est pour 14 ans et plus. Au-delà de ça, visuellement, c'est pas vilain, mais c'est très très classique. Mais on va essayer d'aller trouver un peu plus d'informations concernant le projet, avec ici, un descriptif, très très verbeux, beaucoup de mots, pas beaucoup d'illustrations, donc sur Kickstarter c'est pas forcément le truc le plus vendeur, mais bon, j'ai passé en revue un peu le gros de ce qui est dit ici, donc c'est pas très important en soi. Regardons un petit peu ce à quoi ça ressemble. Alors vous avez donc dans la boîte le fameux plateau central que vous voyez ici avec les différentes régions qui le composent. Ensuite vous aurez différentes petites réglettes pour aller marquer la progression de telle et telle influence, zone de combat, etc. Donc des petits trackers quoi en gros. Ensuite 6 plateaux de royaumes, donc les royaumes de chacun des joueurs en présence autour de la table. Je saurais pas vous dire s'il y a la symétrie par contre, pour l'instant je vois pas les plateaux qui sont en dessous, donc c'est un peu dur à dire. J'espère qu'il y a un petit peu d'asymétrie, c'est un peu plus fun quand même. Ensuite, les plateaux de héros, qui pour le coup, eux, seront très très certainement asymétriques. Ensuite, les miniatures, il y en a quelques-unes, ce sont les lords de démons. On a le Daabar, Braxos, Erkoxath et puis Arnakar, donc les différents démons. Est-ce qu'on les affrontera tous à chacune des parties ou est-ce qu'on en choisira un en début de partie? Oh pardon, j'ai frappé le micro. Ça par contre je ne saurais pas vous le dire en l'état. Ensuite on a aussi 60 miniatures de mini démons, donc un peu moins costaud j'imagine. Et puis ensuite les mini de héros que vous voyez ici, qui sont plutôt très classe ma foi, hein. Je trouve les mini plutôt réussis. Elles sont pas encore une fois originales, c'est vraiment le maître mot de ce jeu pour l'instant je trouve. C'est pas très original, mais plutôt classement réalisé. Classement, oui, j'imagine des nouveaux néologismes, des nouveaux adverbes. C'est pas très très joliment dit, mais bon, que voulez-vous. Je suis pas très inspiré, il est 23h53. Ensuite, 54 miniatures assez modestes, cette fois-ci d'armée, 6 pour les émissaires, 3 pour les Traveling Merchants, donc les marchands itinérants, on va dire, avec leur vaisseau... leur vaisseau volant, un petit peu la Final Fantasy. Le Time Tracker, donc pour mesurer le temps. Et puis ensuite tout un tas de cartes, voilà, énormément de cartes, des items, des quêtes à aller accomplir, etc., etc. Tout un tas de tokens également, dans tous les sens, tout un tas de dés également, beaucoup de matos.
On peut aussi avoir un petit aperçu de différents royaumes, avec ici les dragons par exemple, et là on va peut-être pouvoir voir justement un petit peu d'asymétrie. Est-ce que l'asymétrie sera basée sur les cartes ou est-ce qu'il y aura même des logos différents? On peut regarder rapidement, j'ai l'impression que les logos sont les mêmes partout. 1, 3, 5... Ah non, c'est peut-être pas exactement les mêmes au centre, oui c'est un petit peu différent, donc il y a un petit peu d'asymétrie quand même entre les différents royaumes apparemment. Donc ça c'est assez intéressant. Mais jusqu'à quel point par contre ça je ne saurais pas vous le dire. On voit donc les différents plateaux avec les Dragons, on a les Hori, c'est ça, Hori, on a les Constructs, on a les Giants, on a les Humans et les Orcs également. Ensuite les différents héros que vous pourrez également contrôler avec leurs miniatures, leurs plateaux individuels. Pour l'instant j'ai pas l'impression que ce soit du double épaisseur, mais c'est plutôt joliment produit malgré tout. Même si pour l'instant les stretch goals, voilà, on y arrive, les stretch goals sont loin d'être atteints bien évidemment parce que le projet lui-même n'est pas financé. Ensuite, on va quand même s'attarder un petit peu sur le gameplay avec la symétrie plus la rejouabilité qui sont apparemment au cœur du jeu, puisque c'est mentionné ici avec un paragraphe dédié. On a aussi un système d'intelligence artificielle pour les démons, donc qui seront assez faciles à gérer semble-t-il. Et ensuite pour le gameplay, donc vous avez une action phase, un peu comme tous les jeux de ce genre, où vous allez chercher à vous déplacer, à explorer les différentes régions, à accomplir certaines quêtes, à faire des rencontres plus ou moins belliqueuses ou non, on va dire. Ensuite la phase de mouvement des démons qui vont chercher à se répandre sur l'ensemble du territoire, bien sûr. Ensuite une phase d'économie avec de la gestion de ressources, de la production de ressources, etc. Ensuite on a une phase de Kingdom où on va chercher à construire et à développer son royaume personnel pour aller chercher encore plus de bénéfices bien évidemment par derrière, puisque à chaque fois que vous allez construire quelque chose vous allez gagner en influence, en production de ressources, en production militaire, etc. etc. Donc c'est relativement classique là encore, en termes de gameplay, on a déjà vu tout ce qui est montré ici, mais de manière un petit peu différente, et c'est relativement bien produit, ça a l'air assez sympa, mais c'est un petit peu le problème de ce projet pour l'instant à mes yeux, c'est que ça a l'air sympa, sans plus. Ensuite, pour le shipping, pour l'Union Européenne, dans la zone numéro 1 en tout cas, c'est 28$. Et pour l'Union Européenne numéro 2, non c'est pas l'Union Européenne, c'est juste l'Europe numéro 2, et Irlande et Royaume-Uni, qui a 36$, mais vous êtes a priori pas concernés, donc c'est pas trop grave. Canada, 36$ également, assez cher quand même. Et pour le reste de l'Asie, donc pour nous au Japon, c'est 39$. Donc pas donné non plus. Mais en même temps, il y a l'air quand même d'avoir pas mal de matos, donc ceci explique cela. Et ma foi, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire pour Eye of Zamrock Invasion de chez Infinite Galaxy, premier projet pour cet éditeur serbe qui pour l'instant ne rencontre pas un franc succès, c'est le moins qu'on puisse dire, même si bon, 220 contributeurs pour un premier projet en provenance de Serbie, c'est pas ridicule du tout non plus. Vous me direz ce que vous en pensez malgré tout, même si pour l'instant, en l'état, ça sent un peu le sapin. Et on termine par le vrai gros projet de la semaine, à savoir Too Many Bones pour sa version francophone du côté de chez Game on Tabletop. C'est une localisation, ça nous vient de Lucky Duck Games, bien sûr vous connaissez déjà le projet, c'est un gros jeu qui nous vient de Cheap Theory Games, qui sont les auteurs de Too Many Bones ou encore de Cloudspire notamment. C'est un gros éditeur avec des jeux vraiment très deluxe, avec des jetons de poker, avec des cartes en PVC, enfin bref, avec du néoprène dans tous les sens. Et du coup c'est extrêmement cher, mais c'est aussi ça qui a fait leur réputation, au-delà d'avoir des jeux de grande qualité également. Et pour une localisation, péter 120 000 € en moins d'une semaine, c'est un gros résultat. Et en même temps, vous vous dites, 369 backers, c'est pas énorme, et ça fait 120 000 € parce que oui, attention, ça va coûter très cher. Mais en même temps, vous le savez, puisque Too Many Bones, dans son édition de base, donc le jeu de base en fait tout simplement, a déjà connu une localisation grâce à Lucky Duck Games il y a un an et demi si je me souviens bien. Donc vous connaissez certainement déjà un petit peu le projet désormais. Et donc vous savez déjà que ça coûte cher. Et là vous allez avoir beaucoup de contenu additionnel. Il vous reste 17 jours pour vous pencher sur le sujet. Et comme c'est sur Game on Tabletop, vous avez toute la campagne en français. Donc toutes les informations sont là. Vous n'avez pas particulièrement besoin de moi pour aller chercher les renseignements dont vous aurez besoin. Par contre, sachez que ça va coûter très cher, mais il y a aussi quelques petits trucs assez sympas dans cette campagne, y compris ici par exemple la possibilité de mettre la main sur l'enfant Gearlock et le pack d'alliés gratuitement par exemple. Au-delà de ça, petit rappel, bon, Too Many Bones, vous allez incarner des Gearlock, donc des petits personnages qui ressemblent un petit peu à des petits gnomes, des petits gobelins humanoïdes, qui sont fins, qui ont des grandes oreilles, qui sont attirés par la nature autant que par la technologie, et votre territoire est envahi par les tyrans, et le conseil de Gearlock vous a convoqué pour les battre. Donc vous allez envoyer différents petits guerriers avec chacun leur propre spécificité et leur propre
embranchements de progression, on va dire, avec du gameplay radicalement différent de l'un à l'autre, et vous allez chercher à vous mettre sur la tronche avec les fameux tyrans qui ont envahi votre région. C'est un jeu qui a franchi le top 50 sur BGG, donc autant vous dire que c'est quand même une référence en la matière, au-delà de la surproduction qui est l'un des signes majeurs des productions de Chip Theory Games. C'est un jeu qui a su faire preuve aussi d'un gameplay vraiment... comment dirais-je, incontournable, puisque top 50 du BGG, c'est pas donné à tout le monde, surtout pour un jeu aussi cher. 37e actuellement apparemment. Quoi qu'il en soit, vous aurez aussi tout un tas de vidéos comme celle-ci de la Société des Jeux par exemple, pour vous fournir un maximum d'informations concernant le jeu, son gameplay, son univers, bien mieux que je ne pourrais le faire moi qui ai joué au jeu une fois uniquement avec Xavier. On avait perdu assez lamentablement à l'époque, mais c'était une de ses premières parties, on connaissait assez mal le jeu. Depuis, je n'ai pas pu le retester, un jour je le ferai avec plaisir malgré tout, mais j'avoue que moi, j'avais pas été hyper convaincu par le mode à 2 joueurs pour le coup. Je serais très curieux de le retenter malgré tout parce que c'est vraiment une référence en la matière, et puis parce que c'est quand même du Chip Theory Games, donc je sais que fondamentalement si c'était pas une super expérience, c'était en partie de notre faute, j'imagine en tout cas, parce que c'est un jeu qui a tout pour me plaire en réalité, et donc il faudrait que je le reteste, mais bon, pour en revenir aux vidéos, il y aura tout un tas de vidéos en français qui vous présenteront le jeu bien mieux que moi-même, y compris une vidéo avec Xavier, parce que oui, récemment, vous l'avez peut-être déjà vu si vous êtes un abonné à la chaîne de Nyx, et si c'est pas le cas, gare à vous, allez le faire tout de suite, vous avez une vidéo de Nyx et de Xavier invité chez Nyx récemment pour vous faire la présentation du gameplay de Too Many Bones. Voilà, j'en perds le nom alors que je parle de ça actuellement. Quoi qu'il en soit, vous avez ici un petit rappel aussi de ce à quoi ça peut ressembler. Vous avez le Battle Mat, donc là où vont se dérouler les combats, avec les célèbres jetons de poker qui viennent incarner vos personnages, ainsi que leurs jetons de points de vie restants par exemple, et il y aura tout un tas de stratégies avec les combats à distance ou au corps à corps par exemple. Vous avez aussi quelques petits exemples des personnages jouables avec leur propre spécialité, leur propre voie de progression, d'évolution, avec leur propre dés que vous pourrez construire également, donc c'est super intéressant en termes de gameplay, vraiment c'est un jeu qui a tout pour me plaire et qui pour l'instant m'a pas convaincu, mais je pense que c'était à cause de moi pour le coup. Bon, ceci dit, attention, il faut le savoir, mais je pense que vous êtes déjà au courant, Lucky Duck Games a parfois des petits soucis de traduction, mais en même temps, quel éditeur n'en a pas? C'est assez fréquent quand même, il faut le reconnaître. Bon, je sais que Xavier a quelques petits griefs concernant la francophonisation, la version française des noms des personnages. Ici, par exemple, Capitank, Furax, Atomic, c'est vrai que ça vend pas du rêve en termes de naming. Mais bon, est-ce que c'était nécessaire d'aller traduire les noms des personnages? Au final, peut-être pas, même si effectivement, ça confère un sens un peu spécifique quand on donne un nom à un personnage en anglais. Ils avaient des noms qui évoquaient quelque chose, donc j'imagine qu'on a essayé de faire transparaître ça dans des versions francophones, mais du coup, ça rend moins bien. Un peu comme quand vous écoutez du rock en français, en règle générale, si vous l'écoutez en anglais, ça passe bien. Si vous écoutez des morceaux des Beatles en français, ça passe beaucoup moins bien. C'est un petit peu la même impression que ça donne, je trouve. Mais bon, après tout, ça c'est relativement secondaire, pour être tout à fait honnête. Une fois qu'on a pris son personnage, qu'on l'a devant nous, le nom en réalité, on s'en fout, quoi. Donc c'est pas très important. Ensuite, les ajouts de cette nouvelle campagne, puisque on a donc eu déjà le jeu d'origine, le jeu de base, lors de la précédente campagne de Too Many Bones, et bien là, cette campagne, elle vient vous ajouter encore plus de contenu via les extensions. À commencer par celle-ci, Undertow, qui est certainement l'extension la mieux notée sur BGG pour ce qui est de Too Many Bones. Et apparemment, beaucoup de joueurs de Too Many Bones disent que c'est vraiment l'extension essentielle au jeu, quoi, en gros. Elle reprend les mêmes concepts que Too Many Bones, mais elle va pousser un petit peu plus loin les combats notamment, et avec de nouveaux tyrans également, donc il y a quand même pas mal d'ajouts assez conséquents qui viennent renouveler le jeu et son expérience. Donc c'est vraiment une des extensions vraiment la plus importante, la plus qualitative, semble-t-il, si on en croit les retours. Et qui a un petit aperçu du matériel, l'insert toujours aussi classe, le matériel complètement fou toujours, mais c'est du Chip Theory Games, c'est toujours complètement fou de toute façon. Ensuite, vous avez un petit aperçu des héros que vous pourrez prendre, que vous pourrez contrôler dans vos parties, avec ici par exemple le Chiffon et Sorger. Alors est-ce que c'est déjà traduit ou non? Stanza avec sa guitare. Ensuite, les tyrans supplémentaires par rapport au jeu de base que vous voyez ici par exemple, avec leur dés particuliers, leurs tokens particuliers, etc. Vous pouvez télécharger le livret de règles, mais pour l'instant c'est uniquement en anglais.
Dommage. On a aussi l'extension 40 Days in Delore, alors le matériel encore supplémentaire avec encore aussi des tyrans supplémentaires. Ensuite on a The Age of Tyranny avec encore plus de matos. Ensuite on a aussi des nouveaux Gearlocks qui viennent accompagner l'Age of Tyranny apparemment, avec Gilly qui est un des membres du staff de Cheap Theory Games d'ailleurs. Est-ce que celui-ci sera traduit? Je pense pas, je pense que là pour le coup c'est vraiment juste un prénom. On aura aussi Nugget, on aura aussi Tink, Gasket, Dart, Static. Lesquels seront traduits, lesquels ne le seront pas, je ne sais pas. Et on aura donc offert l'enfant Gearlock également, ainsi que le pack d'alliés. Ensuite, je mentionnais aussi tout à l'heure des vidéos de Nyx. Alors bon, on va être assez fair play, on va présenter un petit peu tout le monde, mais il y a des vidéos de Un Monde de Jeu qui est aussi incontournable, on a une vidéo de Renard Ludique également, on a aussi donc la vidéo de Nyx que j'allais donc aborder, qui pour le coup n'est pas une vidéo de gameplay, pas celle-ci, ça c'est une sorte de guide d'achat où il va vous récapituler un petit peu tout ce qui est présent dans cette campagne et pourquoi vous devriez prendre celui-ci ou celui-là, ou pourquoi pas d'ailleurs. Donc c'est un guide d'achat qui vous accompagnera pour mieux faire votre sélection quant à les ajouts que vous voudriez, quant aux ajouts que vous voudriez faire durant cette campagne. Donc je vous invite fortement à la regarder si vous êtes intéressé par le projet. Et puis donc pour ce qui est du gameplay, vous avez donc cette fameuse vidéo en collaboration avec notre Xavier National, Nyx et Xavier, la Dream Team, pour Undertow sur Tabletop Simulator pour aller voir un petit peu ce que viennent ajouter ces différentes extensions, surtout donc Undertow. Et puis il y a aussi une vidéo de Etrigan ici d'ailleurs. Vous aurez aussi un petit update pack pour le premier tirage, parce qu'il y avait quelques petites coquilles, quelques petites boulettes et s'étaient glissées dans le jeu de base, et donc elles seront corrigées via ce petit upgrade pack. Ensuite, pour les pledges, 99€ pour Undertow, 189€ si vous ajoutez tous les Gearlocks disponibles durant cette campagne. Donc ça fait quand même très très cher pour 7 personnages, hein, soyez honnêtes, hein, c'est quand même très très cher pour du perso, mais en même temps, néoprène, carton PVC, etc., etc. Donc bref, on est sur du gros matos, certes, mais quand même 189€ pour 6 personnages, même si, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a une grosse asymétrie et du coup une grosse rejouabilité à imaginer via ces personnages supplémentaires, donc à vous de voir si ça vaut le coup. Et ensuite 339€ si vous voulez le pledge légendaire, avec donc Undertow, 40 Days in Delore, Age of Tyranny et les 6 Gearlocks, plus l'enfant Gearlock, plus le pack d'alliés, etc., etc. Et puis vous pouvez aussi composer votre contrepartie à la carte, hein, en choisissant par-ci par-là, en allant piocher un petit peu à droite, à gauche, en vous basant peut-être par exemple sur la vidéo de Nyx, le guide d'achat. Ensuite, vous pouvez aussi d'ailleurs pledger pour le Too Many Bots de base, hein, la boîte de base était encore disponible en français à 135€, oui c'est un jeu cher, je l'ai déjà dit. Ensuite on continue avec les frais de port qui pour le coup sont pas du tout pétés, hein, on va le voir, France, Belgique, Luxembourg, Suisse, Antilles, ça va varier un petit peu quand même certes, hein, mais France, Belgique par exemple c'est 10€, Suisse 30, ça pique un peu plus, Antilles, mais bon, vous habitez dans les Antilles, c'est comme ça, que voulez-vous. Vous avez le soleil toute l'année, on vous fait payer. 35€ et 40 également pour la Réunion. C'est assez chéro par contre là aussi. Et pour le Canada, il faut voir un petit peu plus en dessous. Ça sera par le Randolph que ça passera. Donc j'imagine que vous aurez des prix un peu plus intéressants aussi. Et ma foi, c'est à peu près tout pour cette dernière campagne de la semaine, à savoir Undertow et tout le reste du contenu de Too Many Bones, qui pour l'instant a recueilli 371 backers français, ou francophones en tout cas, 120 000€ d'engrangés, donc c'est plutôt un très très beau succès. Alors certes, on n'est pas sur des scores comparables à GameFound ou surtout à Kickstarter, mais il faut savoir que c'est uniquement pour la francophonie, donc ça reste une très belle machine. Ils ont fait parler la poudre, mais en même temps, c'était couru d'avance, c'est du Too Many Bones quand même. Voilà donc pour Too Many Bones, et c'est tout également pour le menu de la semaine, qui finalement sera certainement un petit peu plus long que ce que j'avais imaginé, parce que certes il était très léger, mais il y avait quand même Too Many Bones, donc il fallait parler assez longuement, et puis Crystal Age qui m'intéresse quand même pas mal, même si au final je pense que je me fais un peu moubourrer par la direction artistique qui est très charmante, et le prix assez accessible, et je pense qu'au final c'est peut-être pas le jeu de l'année non plus, hein, pour être tout à fait honnête, mais bon, j'avais envie d'en parler mine de rien, donc je l'ai fait, voilà, c'est comme ça. Donc ça va certainement taper dans l'heure 10 ou l'heure écart environ de menu crowdfunding pour une semaine qui au demeurant était quand même assez légère. Je vous remercie à nouveau de m'avoir suivi aujourd'hui encore pour ce menu crowdfunding. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à cliquer éventuellement sur la cloche si ce n'est pas déjà fait non plus, même si vous le savez désormais, si vous êtes habitué un petit peu au rythme de la chaîne. Mercredi, c'est le suivi, dimanche, c'est le menu crowdfunding, et puis de temps en temps, on a d'autres vidéos de gameplay, de review aussi parfois. Mais bon, si vous voulez être au courant de tout ce qui sort, mettez la petite cloche, éventuellement. Un petit like, ça mange pas de pain pour le référencement. Les commentaires, c'est encore mieux, d'autant plus que je réponds à tout le monde.
Sur ce, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, et on se retrouvera peut-être un petit peu plus rapidement, ça dépend de la vitesse à laquelle Xavier montera ses propres vidéos, on verra bien. Du coup, d'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et à la prochaine.